Bonjour à tous. Merci beaucoup de me permettre de présenter du coup ce travail. Ce club permet vraiment de se mettre à la page des dernières pratiques et puis d'échanger. C'est vraiment un super canal de diffusion, je tenais à le préciser. Alors oui, en effet, du coup aujourd'hui, je vais vous présenter une partie des résultats puisqu'on a encore pas mal d'extrapolations à faire sur celle-ci, mais l'intérêt de cette présentation au-delà des résultats eux-mêmes, c'est aussi le parcours, la collecte de données, les difficultés et aussi des petites discussions méthodologiques qu'on aura au décours du coup de cette présentation. Donc bon, vous savez bien que les études, c'est jamais le fruit que d'une seule personne, hein. Donc aujourd'hui, je suis juste le porte-parole de cette étude que j'ai un petit peu pilotée et qui a du coup occasionné l'intervention de plusieurs acteurs, dont notamment Maria Pitard qui a quitté la visio mais qui était connectée puisque elle était à l'époque du coup au CHU de Nîmes et elle nous avait, enfin son aide a été précieuse pour notamment quelques précisions méthodologiques. Donc sans plus tarder, en effet aujourd'hui je vous présente du coup les résultats de l'impact environnemental constituant à évaluer de façon comparative les consommables que nous utilisons dans deux techniques de plasmaphéreses thérapeutiques. Alors, concernant la pathologie dans laquelle nous nous situons, eh bien, il s'agit de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, dite PIDC, qui va se traduire chez le patient par une atteinte progressive pardon, du muscle et qui va aussi engendrer d'autres troubles qui vont être confirmés par électromyogramme. Donc, en termes de traitement thérapeutique, il existe plusieurs possibilités: corticothérapie, immunoglobine en IgIV ou des échanges plasmatiques. Ces trois techniques permettent, dans 50 à 80% des cas, d'obtenir une amélioration. Et d'un point de vue clinique, on a peu de données qui vont du coup nous valider quelle voie va être plus ou moins efficace pour la prise en charge des patients. Dans ce contexte en fait de prise en charge pathologique, au-delà des deux traitements en corticothérapie et en IgIV, il y a les techniques de plasmaphéreses thérapeutique qui sont consommatrices du coup de consommables. Et il y en a notamment deux. Donc, la première technique de plasmaphérèse thérapeutique, c'est ce qu'on appelle la plasmaphérèse simple. Donc, vous voyez la technique du coup qui est représentée sur le schéma sur la diapositive. Alors, très rapidement et de façon assez vulgarisée, ça consiste à retirer le plasma du patient. En fait, on le jette et on le remplace soit par du plasma soustrait avec des solutés d'albumine ou du plasma frais congelé si le patient est en risque de situation hémorragique. La deuxième technique de plasmaphérèse, c'est celle qui consiste à opter pour une double filtration. La première étape, c'est extraire le plasma du patient. Ensuite, on le traite dans une seconde étape. Et enfin, on du coup le réadministre au patient avec du coup l'ajout d'un seul flacon d'albumine, contrairement à la plasmaphérèse simple où en général on utilise 6 flacons. Alors, de quelle patientèle s'agit-il à l'échelle nationale? Donc, d'après des données du coup, qui sortent du PMSI, base nationale, on est sur à peu près 4000 patients avec une augmentation, même si on a une petite baisse là, en 2019-2020, durant la période pré-confinement qui a occasionné moins du coup, de techniques plasmaphéreses thérapeutiques à l'hôpital. Du coup, à peu près une patientèle de 4000 patients qui ont entre 5 à 20 séances du coup, de plasmaphéreses thérapeutiques dans l'année. Donc ça représente quand même pas mal d'actes d'échange plasmatique. Et donc, au regard de cette absence de données probantes sur quelle indication thérapeutique et puis aussi quelle technique de plasmaphérèse, eh bien, le chef de service de néphro a initié un projet de recherche clinique afin de voir dans quelle mesure eh bien, l'une ou l'autre des deux techniques serait plus efficace du coup d'un point de vue clinique. L'objectif étant d'un point de vue clinique de savoir, de connaître le descriptif de la tolérance clinique et la variation de l'hémoglobine notamment. Donc cela a occasionné un premier projet de recherche qui s'appelle lymphoaphérésis avec du coup une déclaration sur ClinicalTrials. Donc, l'objectif clinique est assez simple, hein, c'est donc la descriptive des méthodes avec l'impact sur le patient. Nous avons adossé à ce premier objectif clinique un objectif économique qui, du coup, avait pour but d'estimer le coût des deux techniques d'un point de vue de l'hôpital.
puisque au niveau de l'assurance maladie, c'est le même forfait hospitalier qui est remboursé, mais pour l'hôpital, du coup, en fonction de la technique et du générateur et du fournisseur, on a des coûts qui sont assez variables. Et donc, c'était intéressant de pouvoir apporter ces informations, puisque au final, les hôpitaux se retrouvent avec des techniques pour lesquelles on a peu de données probantes d'un point de vue clinique, différentes solutions en termes de matériel. Et l'idée, c'était donc d'apporter des éclairages bicritères, à la fois cliniques et économiques. Alors, très rapidement, au niveau des résultats de cette première étude, qui est un préalable à l'approche environnementale que nous avons adossée dans un second temps, il n'y a pas eu de différence qui ont été observées entre les méthodes pour la tolérance clinique et la variation de l'hémoglobine. Toutefois, on a pu mettre en avant une diminution qui était assez significative des plaquettes et du fibrogène qui a été observée pendant notamment la séance d'échange plasmatique simple comparativement à la double filtration. D'un point de vue économique, bon, je passe assez rapidement, mais c'est pour vous mettre le contexte global. Le coût est pas sensiblement différent, même si on a un petit écart de 300 euros, qui va être notamment dû à des produits pharmaceutiques et à des méthodes et certaines ressources du coût matériel. Alors, c'est là qu'arrive l'évaluation environnementale, donc l'infoa écolo. L'intérêt d'adosser un tel éclairage, je le disais tout à l'heure en préambule, que l'objet de cette présentation, c'est aussi de faire le point sur les aspects méthodaux et qu'apporte en fait, quelle est la plus-value de ce type d'approche. C'est en plus de l'éclairage clinique et économique, c'est d'ajouter aussi des critères et des éléments de résultats environnementaux qui permettront eh bien, d'aider le décideur, qu'il soit hospitalier ou qu'il soit au niveau de l'assurance maladie ou même au final le praticien, de pouvoir avoir le maximum d'éclairage pour prendre la meilleure des décisions quand on a un bénéfice clinique qui est assez similaire, pas de franc positionnement d'un point de vue économique, mais que peut-être d'un point de vue environnemental, eh bien, ça peut avoir un effet. Et donc, vous l'avez vu, moi, je suis économiste de la santé. J'ai le sentiment aujourd'hui que l'approche environnementale suit un peu la même logique que l'approche médico-éco avait vécu dans les années 80-90, où nous avions besoin d'un arbitrage nouveau face à des tensions budgétaires qui portaient sur l'enveloppe budgétaire en termes d'allocation de ressources. Aujourd'hui, face à la visibilisation de plus en plus croissante des impacts environnementaux, j'ai un peu le sentiment qu'il faut œuvrer en matière du coup de sensibilisation à l'ajout de ce critère. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de mettre en avant le scope global, dans quelle mesure un éclairage environnemental ne doit pas être dissocié des autres critères pour que du coup eh bien, l'ensemble des acteurs puissent comprendre que c'est adossé à d'autres impératifs et que l'objectif c'est de prendre une décision éclairée de l'ensemble des impacts de la stratégie de santé. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'impact environnemental des consommables qui sont utilisés dans les deux techniques de plasmaphéreuse thérapeutique, selon du coup la méthode de l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Bon, j'imagine que tous ceux qui participent à ce club sont au fait des données dont nous avons besoin, ô combien importantes et qui demandent un temps chronophage en matière de collecte. Ça part donc de l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage du coup en fin de vie de chacun des matériaux, en passant bien entendu par la fabrication, le transport, le stockage et l'utilisation. Alors, l'unité fonctionnelle que nous avons retenue dans cette étude, c'est le service rendu. On n'est pas dans une approche parcours, puisqu'on peut considérer une approche parcours, mais ça n'a pas été le cas du coup de cette étude. L'unité, c'était donc le service rendu, et c'était réaliser une plasmaphérèse chez un patient atteint du coup de PIDC prévalent répondeur au CHU de Nîmes. Donc l'acte CCAM correspondant au niveau du coup de la nomenclature, c'est celui qui s'intitule séance programmée de soustraction thérapeutique de plasma avec perfusion de produits de substitution. Et on a également un autre acte qui s'appelle séance d'épuration semi-sélective de substances plasmatiques par double filtration. C'est toujours intéressant de pouvoir se comparer à ce que l'assurance maladie propose en termes de cotation. Alors, en termes de scénario de comparaison, on est dans l'approche comparative avec le scénario 1 qui est la plasmaphérèse simple par centrifugation, qui se compare à la plasmaphérèse par double filtration. Alors, attention, ici, nous avons considéré uniquement les consommables pour lesquels les données étaient accessibles.
On n'a pas intégré l'empreinte environnementale des générateurs, hein, qui de loin a certainement une empreinte bien plus importante que les consommables, puisque à ce jour, hélas, nous n'avons pas eh bien, accès à l'ensemble des données, hein. Vous imaginez qu'un énorme générateur, il faudrait le décomposer et avoir l'information exhaustive sur l'extraction des matières premières, les lieux divers et variés dans lesquels on a eu des assemblages de petites parties, puis de réassemblage dans d'autres endroits, l'information claire sur le transport pour pouvoir, enfin, et puis toute la durée d'utilisation, ça encore, ça peut être accessible. Et puis enfin, la filière du coup de recyclage in fine qui est complexe au vu de la pluralité du coup des composants qui composent un générateur. Une telle analyse pourrait être faite si les industriels avaient ben, cette information et ne la communiquaient, mais hélas, aujourd'hui, c'est vraiment une grosse limite. Donc, on se contente eh bien, de faire ce type d'analyse sur les consommables pour lesquels les données sont accessibles. Une autre limite qui est majeure aussi d'un point de vue méthodologie en termes de périmètre considéré sur les références qu'on a intégrées dans l'étude, c'est qu'on n'a pas considéré l'empreinte environnementale du processus de fabrication de l'albumine. L'albumine, qui est un produit dérivé sanguin, il faut se dire que pour calculer son empreinte environnementale, il faudrait donc vraiment déconstruire tout le parcours. Avec la première étape, on va avoir le prélèvement auprès du coup du donneur, le traitement du coup de ce prélèvement, la mise en packaging et ensuite du coup jusqu'à ce que ça arrive auprès du patient pour être transféré. Donc là, dans les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, on a juste considéré le packaging et du coup le recyclage et l'intégration des matières premières, du coup du contenant, mais pas du contenu. Alors l'albumine, c'est une affaire qui est intéressante puisqu'on a eu quelques petits rebondissements, mais que je vous aborderai juste à la fin de la présentation. Alors, en termes de frontières du système et du cycle de soins, donc comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans une approche parcours, mais par contre, on est sur du coup la séance de la plasmaphérèse, au sein de laquelle on a dissocié la préparation du soin, du post-soin. Alors, après avoir collecté du coup l'ensemble des datas, c'était un travail qui était extrêmement long, hein, décomposer tous les consommables, peser avec une balance spécifique le poids de ces consommables, appeler l'ensemble des fournisseurs, vraiment trouver toutes les informations et puis émettre des hypothèses sur un certain nombre de points qu'on n'a pas pu avoir. Du coup, on passe à la phase de valorisation. Donc, je pense que beaucoup doivent être connaisseurs des logiciels qu'on peut utiliser, CIMAPRO pour en citer l'un d'entre eux, qui nous permettent du coup de traduire en empreinte environnementale plurielle eh bien, toute cette base de données qu'on a constituée. Donc, nous, on n'avait pas ce logiciel et on n'avait pas moyen d'y avoir accès. Donc, on a essayé de trouver d'autres solutions gratuites et accessibles. Donc, on a pris un temps certain et on a mobilisé la base empreinte de l'ADEME. La grosse limite de la base empreinte de l'ADEME, c'est qu'on n'a que le scope du coup émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a réussi dans le scope émissions de gaz à effet de serre à déconstruire les différentes étapes avec l'impact sur tout ce qui était production, l'impact en termes de transport, de stockage et enfin du coup de recyclage fin de vie. Donc, in fine, nous obtenons en termes de différentiel d'impact d'émissions de gaz à effet de serre en défaveur de la DFPP, du coup, une production de gaz à effet de serre équivalent à 2,69 kg équivalent CO2. Et avec cette base empreinte, ben, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Alors, comme on était un petit peu déçus et frustrés de ne pas pouvoir aller plus loin, on a réussi à obtenir un financement qui nous a permis du coup de faire appel à une société de consulte qui du coup nous a permis d'avoir accès à des résultats ben, plus larges au niveau du coup des différents scopes en matière d'empreinte carbone. En matière d'empreinte environnementale, pardon, justement pas carbone, pas que carbone. Du coup, voilà, ils nous ont reconstitué l'arborescence de chacun du coup, des deux scénarios. Et on voit bien que la partie soins est clairement celle qui va être la plus grosse émettrice en termes du coup d'empreinte environnementale, au même titre que du coup le scénario de double filtration qui, au niveau du soin, du coup, va ventiler la partie la plus importante. Alors, la partie qui est intéressante, c'est de voir au-delà de l'empreinte carbone,
quels sont du coup les autres scopes considérés qui sont permis par ce type du coup de logiciel. Donc par scénario, donc ici on est sur l'échange simple plasmatique. On voit que dans l'ensemble des scopes, la plus grosse part, excepté sur l'irradiation ionisante, on a vraiment la grosse part qui est accordée au processus de fabrication, qui est celui qui est du coup le plus impactant dans l'ensemble des scopes. Le même résultat se retrouve pour du coup la double filtration où la partie la plus importante en termes d'impact environnemental concerne également la fabrication. Alors là où c'est intéressant, puisqu'on a dit que l'objectif, c'est d'être dans une approche comparative à viser du coup d'éclairage de la décision vers une technique plutôt qu'une autre. L'idée, c'est que dans cette approche comparative, là, on voit que le scénario des FPP est donc celui qui est le plus émetteur d'empreinte environnementale dans tous les scopes à l'unanimité. Donc, pour 100% d'impact, quel va être le pourcentage d'impact de l'autre technique de plasmaphérèse par échange plasmatique simple? Donc, on voit qu'en général, on est dans les alentours du coup des 80%, en tout cas entre 40 et 80% d'impact comparativement à la technique du coup de double filtration. Et donc, si s'en tient à cette approche comparative, le résultat en termes d'empreinte environnementale pencherait plus vers la promotion et bien, de la technique du coup d'échange simple plasmatique. Et ça va dans la même lignée du coup que l'impact économique, puisque vous vous souvenez, la double filtration générait un coût supplémentaire comparé à l'échange plasmatique simple. Je voulais juste revenir en termes de comparaison sur le résultat en termes d'empreinte, enfin en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comparativement à ce que nous avions trouvé à partir de la base empreinte. Est-ce que la base empreinte, elle est assez fidèle finalement à ce que nous avons comme projection au niveau du logiciel? Eh bien, oui, puisque finalement, nos petites estimations manuelles sont tombés quasiment sur la même estimation que ce qu'on a pu obtenir avec la société de consul, puisqu'on était à 2,7 avec notre analyse manuelle à partir de la base empreinte. Et là, on est à 2,9, sachant qu'on avait rajouté quelques petits pansements, ce qui peut expliquer du coup le delta. Alors, je vous avais dit qu'il y avait des limites majeures à cette étude, hein, donc la non prise en compte de l'empreinte environnementale des générateurs. Pour cette limite, à l'heure actuelle, on est vraiment limité, on n'a aucune marge de manœuvre possible. Peut-être d'ici quelques années, on l'espère, on pourra prendre en compte du coup l'empreinte environnementale des générateurs si on a accès aux données. L'autre aspect qui est plus accessible, mais dont les données n'existaient pas quand on a mis en place l'étude, c'est la prise en compte de l'empreinte environnementale du processus de fabrication de l'albumine. Et comme je vous le disais, ce produit dérivé sanguin est de plus en plus en rupture d'approvisionnement, ce qui est un vrai problème pour parfois pouvoir mettre en place les échanges plasmatiques simples, puisque quand on est en rupture d'approvisionnement, on n'a pas d'autre choix que de passer par la double filtration. Et donc, pour éviter d'être dépendant du coup de l'albumine, c'est vrai que certains néphrologues vont plutôt avoir tendance à promouvoir la technique de double filtration. Et on a l'intuition selon laquelle l'empreinte environnementale du processus de fabrication d'albumine est majeure et pourrait complètement renverser du coup le sens de nos résultats. Alors il s'avère que eh bien, on a eu accès il y a quelques jours à une étude qui, je pense, est peut-être l'unique au monde, d'après nos petits travaux, parce qu'on en a quand même appelé pas mal d'industriels à ce sujet, qui du coup évalue l'empreinte environnementale du processus total de fabrication jusqu'au recyclage de l'albumine, qui du coup vient un petit peu conforter les intuitions que nous avions et qui vont montrer dans quelle mesure, si nous étions restés du coup sur nos résultats que je viens de vous présenter juste avant, avec bien entendu la mise en avant des limites, eh bien on aurait pu promouvoir un sens de résultat qui serait contraire finalement à ce qu'il en est dans la réalité. Alors, très rapidement, puisque c'est aussi l'objet hein, de ce type d'échange, hein, de voir dans quelle mesure il y a des limites par rapport à certaines méthodes et qu'en fonction du périmètre des références que nous retenons, on va avoir un résultat X ou Y et il est très très important d'être vigilant quant à cet aspect-là.
Et là, on en a un exemple qui est vraiment très illustrant. Donc, on voit là qu'au niveau du coup de l'extraction, de la valorisation des empreintes, de l'empreinte environnementale, qui reprend les différents scopes que je vous ai présentés juste avant, des consommables utilisés dans les deux techniques de plasma Pérez. Si je prends juste l'émission de gaz à effet de serre, puisqu'on en a parlé juste avant, on peut voir que l'émission de gaz à effet de serre, eh bien, d'un seul flacon d'albumine excède déjà le différentiel que nous avons pu notifier entre les deux techniques de plasmaphéresis thérapeutique. Sachant que dans une séance d'échange plasmatique simple, ce n'est pas un flacon, mais 6 que nous utilisons. Donc voilà comment l'intégration de ces résultats vont complètement en fait renverser le sens et l'orientation du coup de la conclusion que nous avions. Donc là, dans les prochaines semaines, nous sommes déjà sur le sujet, on est en train d'actualiser les résultats de cette analyse principale qu'on vous a présentée en intégrant eh bien, l'empreinte environnementale de cette albumine, puisqu'il faut aussi que nous retirions, donc nous, ce que nous avions considéré, parce qu'on avait le packaging et le contenant, donc on va enlever cette ligne de notre première estimation et on va s'empresser d'intégrer du coup les résultats de cette analyse, puisque ça va aller vraiment dans un sens complètement contraire et pour le coup extrêmement significatif. Et également, on est encore dans l'attente de données de base nationale très récentes qui nous permettront d'extrapoler l'impact environnemental à l'échelle nationale pour l'ensemble de la patientèle éligible. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que, alors c'est très important de mettre en avant que le résultat va être dépendant des références que l'on va considérer, elles-mêmes qui sont extrêmement dépendantes de la disponibilité des données, qui peuvent conduire à des résultats contraires. Donc là, on a pu le voir avec cette démonstration assez rapide. Comment juste la non-considération d'un produit peut complètement renverser la tendance et alors qu'on est dans un objectif de sensibilisation, d'association multi-critères cliniques, économiques, environnementales pour promouvoir eh bien, des prises en charge plus vertueuses, que ce soit pour le patient, pour l'optimisation des dépenses de santé, mais aussi pour la préservation des ressources naturelles. Si on part sur des résultats qui sont faussés parce qu'ils n'intègrent pas une partie des résultats, eh bien, on est clairement contre-productif et on peut du coup tenir un discours qui est contraire à celui qu'on devrait tenir. Donc, être très vigilant parce que des données non disponibles, ça existe, mais bien en avoir conscience et bien communiquer sur du coup les limites de l'étude, ne pas juste dire voilà le résultat et prônons et promouvons du coup par exemple la technique de plasmaphéresis thérapeutique à échange simple, bien mettre en avant les limites, considérer tout ce qui peut être considérable et être vigilant sur le fait que, en fonction des sources de valorisation, on peut avoir des résultats qui sont différents. Et enfin, ça sera le mot de la fin. La suite complète sera au prochain épisode, peut-être l'occasion de venir représenter d'ici quelques mois eh bien, l'analyse complète intégrant du coup les données d'albumine. Je vous remercie de votre attention et du coup, je vous invite à formuler des questions si vous en avez. Merci beaucoup.